Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de Made. Je suis ravie de vous retrouver très nombreux encore une fois pour notre webinaire Un métier d'exception qui accueillera aujourd'hui Jean de la Roche-Brochard de chez Climat Manufacture. Avant de faire venir Jean sur scène à mes côtés, je voulais vous rappeler un petit peu ce qu'on fait nous chez Made. Donc Made, c'est le réseau professionnel facile pour tous les étudiants. L'idée, c'est de vous accompagner et de vous aider à rencontrer des professionnels pour vous aider à trouver le métier qui vous correspond. Pendant le dernier confinement, donc on est de nouveau en confinement, mais pendant le confinement de mars, on avait pensé à ce nouveau format qui mettait face à vous un professionnel avec un super métier. Et l'idée, c'était justement de vous partager son quotidien, son métier, et que vous puissiez lui poser un maximum de questions. Ça a bien marché pendant le confinement, on l'a poursuivi à la rentrée de septembre, et puis là, on se retrouve à nouveau en confinement, on voit que vous êtes encore nombreux ce soir. Et donc, l'idée, c'est de continuer à vous apporter des contenus comme ça pour venir vous aider. Alors, on sait que vous vous appelez la génération sacrifiée. Nous, on est convaincus qu'il y a plein de belles opportunités pour vous. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en ce moment, on a un concours qui vous permet d'aller passer une journée avec le chef d'état-major de la Marine nationale en immersion totale dans les forces à sa rencontre. Donc, on espère que vous serez nombreux à nous rejoindre et à participer et à tenter votre chance. Et on va continuer à vous apporter du contenu riche avec de nouvelles personnalités à aller rencontrer. Alors, je vois que vous êtes nombreux déjà à utiliser le chat. Donc, bonjour à tous, ravi que vous soyez à nouveau parmi nous. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc, dans le chat, vous pouvez nous dire coucou et nous prévenir si vous avez des soucis techniques. Si vous voulez poser des questions à Jean dans la deuxième partie, puisque pendant les 30 premières minutes, c'est moi qui vais lui poser quelques questions, à partir de 18h30, je prendrai vos questions. Du coup, c'est dans l'onglet questions. Et ce que je vais vous demander à chaque fois pour que je puisse bien vous représenter, c'est de mettre votre prénom, votre âge, votre cursus et votre établissement scolaire, puis votre question. Comme ça, quand je poserai la question à Jean, je pourrai lui dire que cette question vient de Sophie, qui a 22 ans et qui est étudiante en première année en fac de droit à Nanterre, par exemple. Donc ça, c'est hyper important. Vous pourrez également, dans cette onglet questions, voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes de façon à les faire remonter. Juste un tout petit point, on est là pour poser des questions à Jean en lien avec son métier, son parcours, le domaine des outils. Donc, c'est ces questions-là qu'on va remonter et c'est ces questions-là que je vous invite à aller liker. Je ne vais pas vous faire attendre très longtemps. Je vais proposer à Jean de nous rejoindre pour qu'on puisse échanger avec nous sur son parcours. Alors, Jean se prépare, il me rejoint. Coucou Jean, tu vas bien? Ouais, super. J'ai mis ma casquette Captain America pour aujourd'hui. Je pense que c'est de circonstance. En effet, tu es bien dans l'actualité. Du coup, Jean, peut-être qu'avant de se lancer, ma première question, ça va être sur tes études. Il y a quelques années, quand tu étais à la place des étudiants là, qui nous regardent, tu faisais quoi, toi? Oh là là, mon Dieu. Mais moi, non, mais j'ai redoublé ma seconde. J'ai passé mon bac à 19 ans à l'oral avec 36 points de retard, ou 26, je sais plus. Et après, j'ai fait l'université Paris 1, Sorbonne, où j'ai fait un M1 de Corporate Finance. Et d'ailleurs, j'ai redoublé ma troisième année de fac aussi. Et après, j'ai fait un master de management stratégique international. Et pour être tout à fait honnête, la seule raison pour laquelle j'ai fait ce M1 et ce M2, c'était pour passer le temps. C'était le seul truc sur lequel j'avais été accepté. Tout le reste, je m'étais fait refouler, donc je suis allé là où on m'avait accepté. D'accord, donc tu t'es laissé un peu aller au petit bonheur la chance. Et pareil pour ton métier, tu avais une idée claire de ce que tu voulais faire ou tu es arrivé là un peu par hasard grâce à des rencontres peut-être qui t'ont ouvert des portes? En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je m'embêtais beaucoup à l'école. Du coup, je faisais plein de petites choses à droite à gauche, des petits boulots et des petits projets un peu entrepreneuriaux. Et
Enfin, entrepreneuriat vite fait. Hein. J'ai fait une espèce d'association à la Sorbonne. J'ai appelé les anciens de la Sorbonne pour leur vendre des produits d'optimisation fiscale et financière. Je travaillais au restaurant de mon père. Je faisais le guichetier à la Banque Société Générale au coin de la rue des Écoles et du boulevard Saint-Michel les samedis. Des trucs comme ça. Je sous-louais des Airbnb. Enfin voilà. Et en fait, quand je suis sorti de mon mon M2 de management stratégique international, avec le background de corporate finance que j'avais, j'ai juste envoyé mon CV à 100 boîtes de corporate finance et quelques fonds d'investissement. Et j'ai eu 2 entretiens sur les 100 ou 150 CV que j'ai envoyés. Un, c'était en equity research à la Société Générale et je me suis fait recal parce qu'il y avait plein d'HEC et SEC qui étaient là. Et le deuxième, c'était dans une petite boutique qui s'appelait Avenir Finance. Et en fait, ils avaient lancé leur processus de recrutement très tard. Et donc, je pense qu'ils n'avaient pas beaucoup de candidats et ils m'ont pris, quoi. J'ai eu un peu de bol. Mais c'était beaucoup, ça a été très hasardeux, en fait, pendant longtemps. Donc, moi, jusqu'à de 0 à 25 ans, je me suis un peu laissé porter et j'ai eu de la chance de tomber dans ce job-là parce qu'en fait, c'est grâce à ce job-là que tout le reste s'est déclenché. Parce que quand je suis arrivé, moi, sur le marché du travail, c'était janvier 2008. C'était pas Covid, mais c'était à quelques mois de Lehman Brothers. Hein. C'était la crise des subprimes. Et en fait, le boulot de Avenir Finance à l'époque, c'était de faire des introductions en bourse sur le stock market small cap français. Donc des boîtes qui étaient valorisées quelque part entre 20 et 100 millions d'euros, donc pas beaucoup. Et autant dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'opérations comme ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que comme il n'y avait plus d'IPO, il n'y avait plus d'introduction en bourse, ils ont décidé de recentrer l'activité sur les levées de fonds. Donc la levée de fonds, c'est quoi? C'est accompagner des entrepreneurs à lever de l'argent auprès d'investisseurs, principalement des startups. Et en fait, pour faire ça, comme ils n'avaient plus besoin de toute l'équipe marché, sur les 15 qu'on était dans mon département, le groupe faisait 200 personnes, ils ont viré 11 personnes. Et moi, je suis resté tout seul avec un stagiaire et 3 managing directors, qui eux, évidemment, ne voulaient pas partir. Donc, ils ne se sont pas virés eux-mêmes. Le fait qu'il y avait beaucoup de redondance, hein. Mais bon, ça, bref, l'histoire s'est écrite après. D'accord. Et donc, on a commencé à faire de la levée de fonds et j'ai un ancien collègue qui s'était fait virer quelques mois avant, qui m'a dit en 2009, Jean, on n'a qu'à s'associer. Moi, j'ai du deal flow, je sais rapporter des clients. Toi, tu sais closer les deals. On se met ensemble et on fait ça. Et on a fait ça pendant 2 ans à notre compte. Donc, de la levée de fonds pour des startups. Et le point important, c'est que lorsque j'étais chez Avenir Finance, j'avais bossé pour une boîte qui s'appelait Jamendo en levée de fonds. Et même si on n'avait pas réussi à lever de l'argent, le fait que je m'étais démené pour bien faire le travail, c'est grâce à ça qu'un des fondateurs m'a présenté l'équipe fondatrice de Capitaine Train en 2011. Une startup pour laquelle j'ai levé de l'argent à ce moment-là. Et c'est grâce à Capitaine Train que j'ai rencontré ensuite Martin Mignot en 2011, qui m'a présenté The Family en 2013 que j'ai rejoint. Grâce à qui j'ai fait la connaissance grâce à qui là-bas j'ai fait la connaissance de Xavier Niel et c'est comme ça que je me suis retrouvé chez Kima. Mais le parcours a été assez chaotique parce que moi tous les 2 ans je changeais de job, mais je suis capable de te faire le lien entre chacune des étapes et comment est-ce que un moment précis dans ma carrière m'a aidé à déclencher le suivant. Et en fait, tu te rends compte que les gens qui disent j'ai eu de la chance, en fait, c'est surtout parce qu'ils n'ont pas trop laissé la place à la chance, tu vois. Si tu te donnes au maximum, dans chacun des jobs que tu fais, en fait, tu déclenches des petits événements qui potentiellement peuvent avoir de l'impact sur après. Et moi, c'est exactement ça. Jamendo m'a ramené Capitaine Train. J'ai connu Index parce que, pareil, j'ai fait le job jusqu'au bout et sur un malentendu, on a réussi à faire connaissance. C'est le garçon de Index qui m'a présenté The Family. J'ai revu Capitaine Train en 2014 et j'ai recontacté Xavier à ce moment-là. Et c'est comme ça que j'ai fait les connaissances de Xavier. Je savais que la personne en question était en train de partir. Donc, on a continué à nouer des relations avec Xavier et les choses se sont faites dans le temps. Mais en fait, c'est les effets composés de cette année, de 2008,
2015, quoi. Et c'est aussi des belles rencontres. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a eu une connexion qui a permis d'avancer, etc., etc. Ouais, et puis peu de rencontres, mais toujours, je pense, bien choisies et surtout bien nourries. C'est important, parce que rencontrer plein de monde, je sais pas si ça porte ses fruits autant que rencontrer peu de monde, mais bien choisir les gens avec qui on échange. Je suis d'accord avec toi. Un point important peut-être, est-ce que tu peux expliquer ton job aujourd'hui? Expliquer peut-être ce qu'est Kima, comment vous travaillez, et puis expliquer ton quotidien, ton métier. Vici, ça veut peut-être pas forcément dire grand-chose pour certaines personnes qui nous écoutent ce soir. Si on peut rentrer un peu plus dans les détails de à la fois ton environnement et après ton job en lui-même à toi, Jean. Bien sûr. Alors, Kima Venture, c'est le véhicule par lequel Xavier Niel investit en majorité dans des entrepreneurs, dans des startups depuis 2010. Ce n'est que son argent. Moi, mon mandat, c'est d'être le proxy de Xavier vis-à-vis d'entrepreneurs qui cherchent à lever de l'argent, donc à lever 200 000, 500 000, 1 million, 5, 10 millions d'euros, je ne sais pas. Et mon mandat, c'est d'essayer de financer les 100 meilleurs entrepreneurs francophones dans le monde chaque année en amorçage. Donc l'amorçage, c'est quoi? C'est vraiment au tout démarrage, quand les équipes sont 2, 5, 10 maximum, de petite taille, et ont débuté quelques mois ou quelques années avant, et sont à une phase où il y a encore énormément d'incertitudes. Énormément d'incertitudes sur le marché, sur le timing, sur même la qualité de l'équipe, sur si elle s'entend bien, sur sa stratégie, etc. Et donc, nous, on met des tickets de entre 100 et 150 000 euros. On va prendre une part du capital qui est variable, qui peut aller de 2 à 5 environ. Et cette part du capital, ce qui va se passer, c'est qu'au moment de la revente, on va générer une plus-value si ça se passe bien. Et puis, on va perdre tout notre argent si ça se passe mal, ce qui arrive quand même la moitié des fois. Moi, je suis dans un job où je finance pas le succès. Parce que si je te disais que mon job, c'était de financer le succès, ce serait un échec. Parce que c'est pas ce que je fais. Nous, on finance le progrès. On finance des équipes dans lesquelles on a confiance, en sachant qu'il y a un risque énorme qu'elles se plantent et que ça fait partie du jeu. Et donc, et on fait ça 100 fois par an. Aujourd'hui, Kima, c'est un portefeuille de 900 startups environ, et on en voit passer plus de 200 par semaine. On est une petite équipe de 3, et on en finance une tous les 3 jours, dont quasiment la moitié sont à l'étranger, mais c'est principalement des entrepreneurs francophones. Ça, c'est sur la partie la partie investisseur. Le truc de l'investissement, c'est que en fait, ça va très vite de choisir une équipe. Tu vois, on voit des gens, des équipes comme la tienne, on passe 2 fois une demi-heure et on est capable de te dire OK, on va y aller, on va pas y aller. Et donc, une fois qu'on a fait ce job-là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que tu fais une fois que tu as investi dans les boîtes? Et là, Kima, comme on est une petite équipe avec beaucoup de boîtes, on n'est pas en mesure d'être proactif. Donc, nous, on n'appelle pas les entrepreneurs pour savoir s'ils ont bien dormi, bien fait leur devoir, bien mangé. C'est pas notre rôle. En revanche, on peut être réactif. Donc, quand ils ont un besoin précis sur lequel on pense pouvoir aider de manière efficace, on va le faire. Et après, on les invite aussi à se poser des questions et à s'interconnecter entre boîtes du portefeuille parce qu'elles sont nombreuses et qu'elles ont en commun qu'elles ont Kima à leur capital et qu'on leur permet de se mettre en contact entre elles. Et donc, on essaie de faire ça. Et puis après, on a avec Xavier un autre véhicule dans lequel on investit moins. On investit dans 5 startups à peu près par an, des tickets un peu plus élevés, donc de l'ordre du million d'euros ou plus, dans des startups dans lesquelles on va prendre donc un ownership, une part du capital plus importante, mais avec lesquelles on va être beaucoup plus proactif et beaucoup plus actif au quotidien. Et parmi ces boîtes-là, tu as des boîtes comme Payfit, comme Alan, comme Open Classroom, comme IBAN First, comme Forest Admin, comme Dice au UK ou Impala au UK, comme Nabla. Et donc, on en a une petite quinzaine comme ça maintenant. Ok. Et du coup, toi, ton job, c'est quoi? C'est de rencontrer des entrepreneurs toute la journée et de dire oui, non? C'est quoi que tu fais? Parce que tu es aussi au board de certaines startups. Enfin, comment se passe une journée
Une journée type dans la vie de Jean. Alors, une journée type, c'est beaucoup d'emails, parce qu'on reçoit beaucoup d'emails d'entrepreneurs qui nous sollicitent pour investir ou pour nous demander des conseils. Donc, ça doit être à peu près 300 emails par jour à peu près. Et ça, c'est… Comment? J'ai dit auquel je dois dire que tu réponds très vite. Oui, bah, j'essaye. Ouais. Et ça, c'est la moitié de ma journée. Enfin, pas la moitié, mais presque la moitié de ma journée quand même, les emails. Et ensuite, les rendez-vous, j'essaye de ne pas en faire plus de 5 dans la journée et sur des slots de 30 minutes. Parce que l'objectif d'un rendez-vous, en sachant que moi, les 3/4 du temps, je vais dire non aux gens, il faut que au moins je fasse preuve d'empathie, d'écoute, que je donne du feedback, que quand les gens repartent du rendez-vous, même si je leur ai dit non, qu'ils se disent pas « Ah, Jean, c'est un enfoiré ». Tu vois, faut qu'ils se disent même si Kima m'a dit non, il faut que je leur envoie des entrepreneurs que je connais qui vont peut-être réussir. Et il y a une histoire qui est connue, c'est celle de Stripe, donc qui est aujourd'hui une boîte de la Silicon Valley qui est valorisée des dizaines de milliards. Cette start-up, ils avaient l'un de leurs premiers ingénieurs. Ils avaient fait un process assez complet avec cette personne-là, mais ils ne l'avaient pas recruté. Mais parce que le process avait été nickel, cette même personne leur a référé au moins une dizaine d'autres ingénieurs. Et ça, c'est énorme comme histoire. Et en fait, avec Kima, il faut qu'on fasse attention à la manière dont on interagit avec les entrepreneurs et notamment à ceux à qui on dit non. Donc ça, c'est un tiers de mon temps, c'est du rendez-vous, un tiers, c'est de l'email, et l'autre tiers, c'est des réflexions, du deal flow, de la recherche ou un call d'urgence avec un entrepreneur pendant une demi-heure sur une problématique qu'il peut avoir, je ne sais quoi. Et en fait, mon rôle, il est divisé en 3, je dirais. Le premier, c'est capacité de sélection des boîtes qu'on va financer. Et donc ça, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on est capable de détecter les signaux faibles sur l'équipe, le marché et aussi le timing, parce que le timing est toujours important dans l'entrepreneuriat et qui va nous permettre de prendre des décisions très rapides sur go, no go. Et moi, je suis sur un job d'abord d'élimination, c'est-à-dire je dois être capable de dire non très vite à plein de sollicitations. Et ensuite, sur le subset qui reste, qui est souvent assez petit en fait, là, on fait la sélection. Mais d'abord, tu commences par l'élimination et ensuite, tu sélectionnes. Si tu essayes de dire « je vais sélectionner parmi une masse », c'est impossible. C'est le meilleur moyen de t'embrouiller la tête. Donc, le mieux, c'est d'abord tes lags et ensuite, tu sélectionnes. Donc, ça, c'est la première partie du job. La deuxième partie, c'est une partie de lecture, en fait, et d'absorption. Donc, nous, on voit beaucoup de choses des entrepreneurs dans lesquels on a investi et avec lesquels on échange. Et il y a vraiment un enjeu de lire l'information, de comprendre ce qui se passe, de qui fait quoi. Donc, tu es sur Twitter, tu es sur tes emails, tu regardes telle boîte, tel concurrent de cette boîte, tu discutes avec d'autres investisseurs. En fait, tu te nourris parce que c'est ça qui te permet aussi de développer tes sens pour pouvoir bien sélectionner les boîtes que tu vas financer. Et puis, tu as une dernière partie qui est une partie de rendu, en fait, où il faut que tu donnes aux entrepreneurs ce que tu as acquis comme connaissance de la part d'autres entrepreneurs avec lesquels tu échanges au quotidien. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on sous-estime beaucoup, mais qui peut avoir beaucoup de valeur. Il y a beaucoup de choses qu'on voit 10 fois et sur lesquelles un entrepreneur qui fait face à ce même problème une seule fois va pas pouvoir comprendre. Et en fait, comme nous, on l'a vu 10 fois, on va être en mesure très rapidement de l'aider concrètement là-dessus. Ça peut être sur du recrutement, ça peut être sur un choix stratégique de est-ce que je lève de l'argent ou est-ce que je vends ma boîte. Ça peut être sur le format du reporting qu'il faut qu'il envoie, ça peut être sur sa structure de sales, ça peut être sur est-ce que sa croissance est suffisante ou pas par rapport à son burn, par rapport à combien d'argent il brûle à la fin de chaque mois, etc. Et en fait, tout ça, on a une lecture maintenant, je pense, assez rapide et assez juste. Et pour vous donner un exemple, je me rappelle, il y a 1 an à peu près, ou un peu plus d'1 an, je ne sais plus, on avait une entrepreneur qui s'appelle Marie, qui ne savait pas si elle devait vendre ou sa boîte ou faire une levée de fonds. Ben, pour moi, les questions étaient faciles. C'était, est-ce que tu es prêt à continuer ta boîte pendant les 5 à 10 ans qui viennent, sans te poser de questions? Oui, non. Donc, et un petit oui, c'est un non. Et ça, c'est important. C'est pour ce type de questions. 2, combien est-ce que tu veux en banque demain si tu vends ta boîte? Parce que tu as un enjeu
si tu la vends pour 0, bah, tu as 0, est-ce que tu es prêt à tout abandonner? Donc là, elle avait un montant qui, moi, me semblait raisonnable par rapport enfin, ses attentes étaient raisonnables par rapport à ce qu'elle pouvait tirer de sa boîte. Et 3, est-ce que tu es prêt à faire du service après-vente? C'est-à-dire, une fois que tu as vendu ta boîte, il va falloir que tu intègres ta boîte dans celle qui va te racheter. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Et avec quel type de boîte tu as envie de t'associer? Et très vite, je les ai connectés à Snapchat d'un côté et à Twitter de l'autre. Et puis, c'est Twitter qui a racheté. Et moi, j'ai passé 3 coups de fil à l'un et l'autre pour faire monter les enchères. Et la boîte s'est très bien vendue. Et ça, ça m'a pris une demi-heure, ça m'a pris 2 fois une demi-heure et 4 emails. Et c'est assez simple. Si tu me demandes demain, tiens, je veux recruter des gens, je ne vais pas te dire, tiens, voilà la méthode. Je vais te dire, tu lis Who the Method for Hiring, tu lis ça, tu le ponces, tu l'appliques mot pour mot. C'est sûr, tu te tromperas moins que si tu faisais ça en mode voodoo, quoi. Et si tu me dis, je ne sais pas quelle est ma politique de rémunération ou de stock option pour mes employés, et nous, on a des modèles qu'on a déjà éprouvés avec des entrepreneurs, on peut les envoyer, c'est facile, on a l'habitude, etc. Et donc, notre job, c'est de se nourrir de tout ce qu'il y a à l'extérieur et de la part de nos boîtes, d'être en mesure de le rendre de manière instrumentale, efficace, utile aux boîtes avec lesquelles on bosse. Donc, c'est tu lis et puis tu t'interagis quoi, tout le temps. Et c'est un renouvellement permanent. Et ça, c'est aussi une question de tempérament. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir des missions longues, sur fil rouge, avec des milestones clairs, etc. Moi, par exemple, j'y arrive pas. J'ai besoin de diversité, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin de me sentir efficace. Et donc, ce flow permanent, entrant, sortant d'informations, de deal flow, d'emails, etc., me va très bien dans mon quotidien. Je me sens très à l'aise avec ça. Et voilà, c'est une question de tempérament. Non, c'est top. Et Jean, est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager, ton meilleur souvenir de VC ou un truc qui t'a marqué? Bon, d'abord, il y a toujours la première rencontre avec Xavier parce que, en fait, Xavier, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai fait investir dans Capitaine Train en septembre-octobre 2014. Et je l'avais contacté en août-septembre. Je savais à l'époque que la personne qui était en charge de Kima était en train de partir. Et donc, je me suis dit, OK, là, il y a une place qui se libère. La pire chose à faire, ce serait d'essayer de se dépêcher à tout prix de voir si cette place est disponible. Donc, il faut que je nourrisse des échanges avec Xavier de manière la plus naturelle et la plus authentique possible. Et donc, j'ai commencé à lui envoyer des deals de temps en temps, à le tenir informé de ce qu'on voyait passer, de ce qui était intéressant, etc. Et puis un jour, en janvier 2015, donc ça faisait 6 mois qu'on avait commencé à échanger la première fois, il m'a dit « Coucou Jean, quand est-ce que tu passes me voir ?» Et je suis venu le voir au moment des vacances de février, donc c'était début mars 2015. Et on a passé 2 heures ensemble, on a parlé de plein de trucs. Et à la fin des 2 heures, je lui ai dit « Bon, et donc du coup, qu'est-ce qui se passe avec Kima ?» Et il m'a dit « Écoute, Kima, tu sais… il y a 2 personnes qui sont là, tu sais, c'est 100 lignes d'investissement par an, ça se gère tout seul, voilà quoi. Et j'étais dégoûté en partant du rendez-vous. Bon, finalement, ils m'ont appelé 15 jours plus tard pour me proposer le job, mais c'est vrai que ça m'avait bien désaucé, ça. Et j'ai rencontré Xavier pour la première fois, c'était mars 2015. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé à bosser avec lui en septembre 2015 et que la deuxième fois que j'ai rencontré, c'était en mars 2016. Sachant qu'on bossait dans le même bureau, lui au 5e, moi au 2e, mais dans les mêmes, mais on s'est jamais croisés pendant 6 mois. Et en fait, quand je suis arrivé chez Kima en septembre 2015, je lui ai dit, Kima, c'est génial, on fait plein de tickets dans lesquels on investit 150 000 euros, mais parfois, il y a des boîtes exceptionnelles dans lesquelles on pourrait investir plus et sur lesquelles on gagnerait plus d'argent. Et Xavier m'a dit, mais moi, j'ai pas besoin de plus d'argent. Tu vois, Kima, ça marche, ça fonctionne, on gagne de l'argent, mais mon boulot, c'est les telcos. C'est comme ça que je gagne de l'argent. Et j'en gagnerai toujours plus avec les télécoms que j'en gagnerai avec n'importe quoi d'autre. Donc, mais il m'a dit, mais si tu as un deal bien, écoute, dis-moi, on verra. Et en fait, le 15 septembre, donc 15 jours après être arrivé chez Xavier, je lui ai parlé de Zenly.
Et Zenly, donc, c'est une boîte info dans laquelle on a investi pas loin de 3,5 millions, sur laquelle on a fait presque 10 fois la mise et qu'on a revendu à Snapchat pour pas loin de 300 millions de dollars en 18 mois après avoir investi. Et donc, à l'époque, quand je lui ai envoyé le deal, je lui ai dit cette boîte est géniale, il faudrait investir plus que les 150 000 euros de Kima, d'habitude. Il me dit, mais il lève combien? Tout ça par email, hein, ça s'est fait en quelques heures. Et je lui dis, bah, il lève, je sais pas, il lève 5-6 millions à peu près, sur une valorisation, je sais plus de combien. Il me dit, mais tu veux quoi? Tu veux qu'on mette la moitié du tour? Donc, je lui dis, mais je sais pas, peut-être qu'il faudrait que tu rencontres l'équipe. Il me dit, mais tu me dis que c'est génial. Je dis, bah oui, c'est génial, tu vois. Et il me répond, mais moi, je fais confiance. Je dis, ah bah super, alors on peut mettre 2 millions. Il me dit, mais tu peux mettre 3 millions si tu veux. Et ça s'est fait en quelques emails en moins de 24 heures. Et ce jour-là, on a décidé d'investir 3 millions dans Zenly. Et un deal que personne ne voulait faire. Et sur lequel on a eu heureusement raison. Mais c'était une belle histoire. Et ça, c'était assez marquant parce que tu trembles quand tu prends une décision comme ça, parce qu'en fait, il te met en face de tes affirmations. Et donc, il faut que tu saches à ce moment-là si. Tu sais, une fois que tu as mis le doigt dans un truc, dans un engrenage, c'est difficile de retourner. Et là, vraiment, quand tu es face à une décision comme ça, il faut quand même que tu sois prêt à faire marche arrière si par hasard tu le sens pas, quoi. Donc là, je le sentais bien, c'était le moment, et puis c'est un métier de conviction, donc c'était important, mais bon, tu as un peu d'appréhension. Non, hyper intéressant. Le temps passe super vite, Jean. Ça va être bientôt le moment où je vais devoir prendre les questions des jeunes. Ceci dit, il y a une question que je vais bien poser avant ça. Le contexte actuel, il est dur pour les jeunes, comme je le disais en intro. Si toi, tu avais un petit conseil à leur donner en cette période-là, tu leur dirais quoi? Bah, c'est hyper facile de donner ce conseil-là parce que je ne suis pas à votre place. Mais si tu te prenais une crise du Covid il y a 20 ans, il y a même 10 ans ou 15 ans, tu serais vraiment dans la merde. Parce que tu n'aurais pas ton Deliveroo, tu n'aurais pas ton Uber Eats, tu n'aurais pas ton Monop livré à la maison, et puis surtout, tu n'aurais pas Internet, qui est une ressource inépuisable mais pour tout. Ça va de ta santé mentale à des nouveaux apprentissages, etc. Donc, oui, c'est la merde. Oui, c'est chiant. Oui, je sais qu'il y a plein de... Moi-même, je me suis senti super mal en mars-avril. Franchement, je sais pas que j'ai envie de chialer tous les 15 jours, mais c'était comme ça au niveau du moral. Et là, mais la vérité, c'est que il y a toujours une opportunité, et encore plus quand on a face à nos écrans et avec Internet la possibilité de tout apprendre et de tout faire. Et donc, le pire que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est attendre que ça passe. Surtout, n'attendez pas que ça passe, parce que d'abord, c'est pas une attitude de gagnant. Et ensuite, c'est dommage que vous allez passer à côté de plein de choses que vous pourriez faire. Et deux, démarquez-vous. Moi, le truc qui m'a marqué quand j'ai arrêté, quand j'ai postulé dans mes jobs en 2017, quand je me refais le film, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été stupide. J'ai envoyé 100 CV, 100 lettres de motivation, qui étaient à peu près les mêmes que les 100 étudiants d'à côté, sans aucune saveur, sur lesquels il n'y avait rien de différenciant, de singulier par rapport aux autres, en espérant avoir un job. Mais putain, c'est comme si... je sais pas, tu vois, c'est comme si tu allais à une compétition juste pour participer, mais que tu n'avais pas envie de la gagner, quoi. Et moi, je me rappelle de mon fils, un jour, il y avait une compète d'escrime. Et l'escrime, c'est un peu bâtard. Ça dure 5 heures, les compètes. C'est chiant. Tu vois, le dimanche, tu vas à la compète d'escrime, c'est un peu casse-pied. C'est sympa, hein, mais tu entends cling, 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 cling pendant 5 heures. Et on débarque là-bas, et il y a un parent qui dit à un de ses enfants, chérie, l'important, c'est de participer, hein, surtout. Donc, t'en fais pas. J'ai dit à mon fils, alors, mais pas du tout. Hein. Alors, oui, participer, c'est important. Mais si tu me dis que tu n'es pas venu avec l'intention de gagner, mais pourquoi tu viens? En fait, que tu termines 2e, 10e, dernier, c'est pas grave. Mais dis-moi que tu es venu pour gagner. Franchement, au moins. Et donc, il y a cette
c'est important, ça, ce drive. Vous êtes dans une compétition. C'est une compétition d'attention. C'est une compétition où, en fait, vous êtes en compétition avec les 29 autres personnes de votre classe et les 20 autres masters qui ont lieu au même moment partout en France avec le même intitulé. Et quand tu sais ça, la question que tu as posée, c'est comment est-ce que je deviens le premier sur la pile de CV quand je postule quelque part, quand je veux faire un job, etc. Et à condition évidemment que tu aies trouvé la voie dans laquelle tu as envie de te lancer ou dans laquelle tu vas être fort. Et un dernier truc là-dessus, avant de prendre tout le temps, c'est que les parents disent souvent quand ils sont… C'est vraiment une phrase de parents. Oui, chérie, c'est important. Fais ce que t'aimes. Tu seras bon dans ce que t'aimes. Bon, moi, j'adore le dessin, hein, mais je suis nul. J'adorerais être menuisier, tu vois, ou je sais pas, ou autre chose. Mais bon, j'ai pas la patience. Enfin bref, je suis nul. En revanche, je sais dans quoi je suis bon. Je peux vous dire que j'aime ce dans quoi je suis bon. Ça, c'est sûr. Et donc, vous êtes forcément en mesure de découvrir dans votre passé, dans les éléments marquants de votre jeunesse ou de vos études, etc., ce dans quoi vous êtes bon. Vous faites des tests MBTI, je sais pas, Assess First et tout. Vous savez si vous êtes introverti, extraverti, plutôt comme ci, plutôt comme ça. Et concentrez-vous sur quoi vous êtes fort. Et sur quoi vous êtes fort, démerdez-vous pour être le premier. Il faut absolument essayer de faire cet effort-là, quoi. Moi, je suis pas atterré, mais je donne souvent des cours en classe et en fait, d'université, la moitié du temps que je passe avec eux, c'est sur le métier du venture, mais l'autre moitié, c'est pour essayer de comprendre ce qu'ils foutent là. Et les trois quarts, ils ne savent pas ce qu'ils foutent là. Et c'est pas grave, mais à un moment donné, il faut quand même commencer à se poser la question. Donc voilà, posez-vous la question de pourquoi vous avez fait vos études, ce dans quoi vous êtes bon. Et si vous allez faire la compète, allez-y avec envie de gagner, parce que voilà. Et maintenant, et puis vous n'avez pas d'excuses. Internet, tout est en ligne, partout, tout le temps. Vous voulez vous connecter à des gens, à des professionnels. Vous avez My Job Glasses, vous avez tout, quoi. Là, c'est à votre portée. Donc allez le chercher. Allez rencontrer des pros, soyez bons et démarquez-vous. Ouais. On retient ça. Du coup, je propose de prendre les questions des jeunes qui sont très nombreuses. Ce que je vais faire, c'est que on les a réunies dans différentes sous-parties. Donc, la première, ça va être en lien, Jean, avec ton parcours. On a Étienne qui est en M2 Finance à l'INSEC PGE et qui a 22 ans, qui dit le plus dur pour un étudiant est de se lancer et de lancer sa carrière. Avais-tu de fortes exigences attentes de ton premier poste? Donc, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais… Ah, ça c'est une super question. Oui, alors les gens, en fait, si tu vas te bouffer chez tes parents dimanche, bon heureusement en ce moment tu peux pas, mais sinon tes parents vont te dire prends un brand name, donc va chez Ernst, KPMG, je sais pas quoi, un nom qui claque. Prends un CDI, c'est super important, avec un salaire qui va avec. Prends un CDI et prends le salaire. En fait, pas du tout, mais pas du tout. C'est la pire chose que tu peux faire. D'abord, tu choisis une équipe que tu kiffes. Donc, c'est la règle numéro 1 dans les entretiens que tu fais. C'est est-ce que j'ai un fit avec l'équipe? Parce que si tu n'as pas de fit, tu n'auras pas de motif. Si tu n'as pas de motif, tu vas mal faire ton job ou ça va mal se passer, ça va partir en sucette. Donc, c'est sûr, c'est foutu. Ton salaire, ça n'a pas d'importance. Moi, j'étais payé les 2 premières années 35, les 2 suivantes 50, les 2 d'après 100, et voilà. Et donc, ça, c'est pas grave, le salaire de débutant, c'est un salaire de débutant. Et quant au CDI, bah, le CDI, c'est celui qui a envie de mettre l'airbag sur sa Formule 1, quoi. Bah, mettre un airbag sur sa Formule 1, c'est ralentir la Formule 1. Donc, ça sert à rien. Quand tu as 20 ans, il faut être à l'aise avec avec ce risque d'être en CDD ou en stage ou en alternance ou je ne sais quoi, ça n'a pas d'importance. Tant que tu peux bouffer des pâtes le soir, faire quelques sorties entre amis quand même, et voilà, et pas être malheureux. Concentre-toi sur l'équipe et la mission. Top. Je passe aux questions en lien avec ton métier, Jean. On a Étienne qui est en cycle ingénieur à Centrale à Supélec qui demande quelles sont les qualités utiles à développer durant nos études en lien avec ton métier. L'esprit de synthèse, parce qu'on reçoit beaucoup d'informations et ta capacité à synthétiser l'information est essentielle.
y a un vrai sujet d'empathie, d'écoute de l'autre, de détection des signaux faibles, parce qu'on est dans un métier où il y a beaucoup d'incertitudes. Si ta capacité à détecter des signaux très faibles qui va te permettre de voir des vecteurs potentiels de succès ou d'échec, ça c'est important. Et après, dans tes études en tant que telles, rien ne te prépare à être VC. Il n'y a pas de matière à choisir. C'est de l'humain le VC avant tout. Ouais, ça prend sur le tas. C'est de l'humain. Donc, c'est de la vente. Il faut aimer gagner. Parce que, normalement, tu fais la compétition avec d'autres investisseurs pour trouver les meilleurs deals. Il faut avoir un contact très bon avec les entrepreneurs parce que c'est ça qui permet de les gagner. Et trois, pardon, ce que je te disais juste avant, mais j'ai oublié. Ah ben je sais plus. Écoute, c'est pas grave, tu reprendras le replay ou faut que tu te souviennes de la première chose que j'ai dit, mais je ne sais plus ce que c'était. Voilà. Bref. Ok. Une question de Christiane Audrey qui a 20 ans et qui est étudiante en 3e année à l'ESCA. Qu'est-ce qui te motive chaque jour quand tu te lèves, hormis ton salaire, bien sûr? Alors moi, d'abord, j'ai un problème, c'est que le salaire ne me motive pas. D'accord. Et j'ai refusé des jobs où je pouvais être payé 10 fois plus, parce que voilà. Et je pense que d'ailleurs, je sais plus qui disait, j'avais lu un tweet qui était très révélateur, c'était l'argent achète la liberté, mais pas le bonheur. Donc, en fait, une fois que tu en as assez, il faut une espèce de chasse permanente de gagner plus, ça sert à rien. Mais bref, moi, je me lève le matin pour interagir avec des entrepreneurs qui me donnent de l'énergie, qui font des trucs incroyables. Et donc voilà. Attendez, là, je bougez pas. Hop. Donc c'est ça qui me donne la gouache. C'est détecter les entrepreneurs tôt qui vont faire des choses exceptionnelles. Tout est là. Ok. Karel, qui est en programme Grande École à Schema Business School, qui demande quelle a été ta plus grande satisfaction professionnelle au cours de ta carrière? Moi, ce qui me satisfait dans ma carrière, c'est d'avoir raison contre les autres. On m'a toujours dit que je pouvais pas ceci, je pouvais pas cela, machin. Je déteste ça, moi. Je crois en l'impossible et j'aime bien réaliser l'impossible. Et quand j'ai investi dans Capitaine Train et que personne n'y croyait, quand j'ai investi dans Zenly et que personne n'y croyait, que ces deux boîtes se sont vendues très cher et que les entrepreneurs sont des entrepreneurs de talent, de génie, qui refont des choses exceptionnelles derrière, et ben c'est ça qui me fait vibrer, quoi. Ok. Il y a Toki qui est en première année de grande école à Kedge qui dit: est-ce que tu aurais un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne plus tôt et que tu pourrais nous partager? Ah, tu peux pas savoir le nombre de conseils qu'il aurait fallu me donner plus tôt. Non, il y a un truc, c'est qu'on est résistant par nature à l'effort, au changement, à plein de choses. Et en fait, tu peux pas te changer. D'abord, tu peux pas te réaliser, ni changer, ni te changer, ni aller à l'encontre de tes défauts ou de tes échecs si tu te connais pas toi-même. Et donc, il y a un effort nécessaire à faire quand on est jeune, c'est apprendre à se connaître. Donc, ça peut être discuter avec ses parents et revenir sur des éléments du passé qui permettent de comprendre pourquoi est-ce qu'on interagit d'une manière ou d'une autre avec les autres. Ça peut être un psy, ça peut être des analyses comportementales, mais apprenez à vous connaître, quoi. Moi, j'ai eu du bol d'apprendre ça sur le tard, à l'occasion de mes études et de mon boulot et de mes relations personnelles. Mais je sais pas ce que je serais devenu si j'avais pas eu cette introspection, tu vois, continue dans le temps, quoi. Elle est essentielle, cette introspection. Donc, le premier conseil que je donnerais à quiconque, c'est apprends à te connaître si tu veux pouvoir après te réaliser et aider les autres, quoi. Ok. On a Audrey qui est en Master 2 à l'ESCEN, je crois, qui demande bonjour Jean et merci de nous partager ton expérience professionnelle. Elle a 2 questions pour toi. Comment le contexte actuel impacte ton travail et où te vois-tu dans 10 ans? Alors, mon contexte actuel n'impacte pas trop mon travail, en fait, parce qu'on faisait déjà la moitié de nos deals à distance, d'une part, et d'autre part, la tech, c'est la seule chose c'est pas la seule chose, mais ça fait partie des parties de l'économie les plus résilientes à l'heure actuelle. Donc, moi, je suis très, très bien loti et
Et non, un, j'ai pas le droit de me plaindre, et deux, ça se passe très bien. Donc, on a beaucoup de chance. Évidemment, nos boîtes se développent moins vite, les chiffres d'affaires se développent moins vite, les valorisations explosent moins vite. Il faut être patient. On est en train de se prendre pas une année à blanc, mais presque en termes de valorisation et donc de potentiel succès. Mais dans l'ensemble, ça va très bien. Et la deuxième question, c'était quoi? C'était où tu te vois dans 10 ans? Ah, oula, je ne sais pas où je me vois dans 3 mois. Non. J'en ai aucune idée. Là, si tu veux, ça fait 5 ans que maintenant je bosse avec Xavier. Alors Xavier est riche quand je lui dis ça, alors qu'avant je passais 2 ans dans mes jobs précédents. Il me dit mais c'est pas pareil là, t'es chez toi. Oui, enfin je suis chez toi, mais la baraque est à toi quand même. Et donc voilà. Non, ce que je pense, c'est que tant que Xavier me fera confiance et qu'on trouvera des points d'accroche communs qui font que on peut continuer de faire des choses en lien avec l'entrepreneuriat, les startups, les technos et tout, je continuerai de faire ça. Mais je ne sais pas dire où je serai dans 10 ans. Ce que je sais en tout cas, c'est que il y a des choses qui me passionnent dans la création intellectuelle et manuelle, etc., pour lesquelles j'ai pas le temps aujourd'hui, sur lesquelles j'aimerais passer plus de temps d'ici 10 ans. Ok. Il y a pas mal de questions sur l'univers du VC. Et notamment, Julien, qui est en 4e année à l'ECAM à Rennes, qui dit: quel est pour toi le rôle de l'investisseur? Quel impact devez-vous avoir au sein d'une start-up? Où se situe la limite? Le rôle d'un investisseur, c'est d'aider un entrepreneur à y voir clair, de lui donner du capital et de lui ouvrir son réseau. C'est tout. C'est vraiment aussi simple que ça. Tu as un réseau, tu l'ouvres, tu as du capital, tu l'offres, tu reçois énormément d'informations de la part d'autres boîtes et du marché. Ton job, c'est d'aider l'entrepreneur à y voir clair sur ses propres choix. Dès lors que l'entrepreneur développe une certaine dépendance vis-à-vis de toi, c'est que tu es allé trop loin. Ok. J'essaye de voir parce qu'il y a pas mal de questions qui ressortent et qui sont bien likées. Marine, 22 ans, qui est étudiante en Bachelor Business Manager à MBWay Nantes, qui dit: sur quels critères choisissez-vous les startups dans lesquelles investir? C'est systématiquement l'opportunité de marché et l'équipe. Et là-dedans, tu vois, est-ce qu'on sent qu'il y a un fit entre l'équipe et le marché? Est-ce que le time to market est bon? Parce que tu as plein d'idées. Si tu avais essayé de faire Uber en 2007, tu aurais échoué. L'iPhone n'était pas prêt, les géologues ne marchaient pas bien, c'était pas le moment, et puis il n'y avait pas même de taille critique de smartphone sur le marché. Uber en 2009-2010, c'était tout juste. Et c'était le moment parfait, quoi. Comme Airbnb s'est lancé, c'était la deuxième vague de sites pour faire ce qu'on appelle vacation rental. À la fin d'une première vague, il commençait à s'essouffler, quoi. Donc, le time to market est essentiel. C'est difficile de le juger, mais c'est un des éléments les plus importants parce que le temps coûte cher aux entrepreneurs. Donc, voilà, marché, équipe et le timing, le fit entre les deux et le timing associé à ça. Super. Il y a Alban qui pose une question un peu intéressée. Elle a 22 ans, elle est en master en management à l'ESCP. Elle te dit: bonjour Jean, j'ai vu que vous preniez des stagiaires. Est-il possible de postuler pour mai 2021? Et quels sont les critères attendus chez un stagiaire? Alors, il peut postuler déjà pour l'offre je crois qu'on ouvre pour janvier. Et si sa candidature est bonne, de toute manière, on a reçu plein de candidatures, donc on verra ce qu'on en fera pour le deuxième batch de l'année 2021. Donc, elle n'hésite pas. Et après, ce qu'on recherche, c'est beaucoup de bon sens, beaucoup d'autonomie, beaucoup de bon sens, beaucoup d'autonomie, et puis, je sais pas, des gens qui s'entendent bien avec les entrepreneurs, qui arrivent à connecter avec eux, etc. C'est important. On est dans un métier de l'humain, quoi. Donc, il faut que ça clique. C'est important. Top. On a Cephai qui me dit, il est en gestion et finance à l'IPAC. Il me dit: selon toi, quel est le meilleur moyen pour une start-up de se démarquer du lot pour se faire financer?
Ouf. Euh, j'ai envie de te dire, les hommes mentent, les femmes mentent, les chiffres ne mentent pas. Donc, plus tes chiffres sont bons et plus c'est facile de te démarquer. Donc, c'est vrai que c'est toujours beaucoup plus impressionnant une entreprise qui a des chiffres comme ça, quoi. C'est cool. C'est toujours hyper rassurant. Ok. Rémi, qui est étudiant à l'ESCA, demande comment s'organise une levée de fonds, opérationnellement parlant. Et est-ce que les métiers du capital investissement sont accessibles pour des jeunes diplômés en premier job? Donc, on a vu que tu prenais des stagiaires. Est-ce que tu embauches aussi des jeunes dips? Non, tu ne prends pas de diplômé en salarié quand tu es en capital investissement, en capital risque. Parce que comme on est des petites équipes, on préfère embaucher en stage, voir comment ça fonctionne et après embaucher suite au stage. C'est beaucoup plus simple. Ou alors, après une première expérience en start-up ou ailleurs, etc. Mais recrutement post-école, à moins que pendant tes années à l'école, tu aies développé un projet personnel qui te permet de te démarquer dans le space, dans le secteur du capital risque ou des start-up, ce sera difficile. Et ensuite, sur le process de levée de fonds, c'est un process qui peut durer 3 à 9 mois, qui consiste à, collecter la donnée, 2, la mettre en forme dans une présentation, dans un BP et décider tout un plan stratégique, identifier les investisseurs potentiels, les contacter, organiser une première série de rendez-vous, deuxième, troisième, etc. On dit souvent que une levée de fonds, c'est comme une vente, hein, ça se close quelque part aux alentours du 5e rendez-vous. Et puis après, négocier la valorisation, le montant, faire monter les enchères quand il y a plusieurs investisseurs intéressés, et puis closer ça. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. En réalité, les levées de fonds ne se passent jamais tel que tu l'imagines. Ça prend plus de temps que prévu, la valo, c'est pas celle que tu voulais, le montant, c'est pas celui que tu voulais, l'investisseur, c'est pas toujours celui que tu voulais, etc. C'est pas mal de compromis, la levée de fonds. Mais écoute, je pense que c'est le premier exercice de résilience fort auquel un entrepreneur peut être confronté. Alors aujourd'hui, c'est moins vrai parce qu'il y a beaucoup d'argent sur le marché et les entrepreneurs lèvent de l'argent plus vite qu'avant. Mais au préalable, avant, je pense que c'était un bon exercice. Tu as parlé tout à l'heure de tes investissements chez Zenly et Captain Train. Il y a Nirvesh qui est en PGE à Neoma qui demande qu'est-ce qui t'a attiré chez ces 2 startups? Chez Capitaine Train, c'était la précision de l'exécution, d'une part. 2, la qualité du service client. Et 3, ce qu'on appelle les cohortes. Donc, c'est-à-dire le fait que tous les gens qui avaient acheté des billets de train sur Capitaine Train revenaient systématiquement acheter les suivants. Donc, tu avais de la répétabilité, un service client exceptionnel qui, en fait, ça allait de pair, et une précision incroyable dans l'exécution de la boîte. Et ça, c'est les grandes qualités de Jean-Daniel Guillot, le fondateur de Capitaine Train, qui aujourd'hui est le fondateur de Memo Bank. Et chez Zenly, c'était le fait que le CEO, Antoine, a une double qualité à la fois en produit d'un côté et en sales de l'autre, ce qui est très rare. Souvent, tu as des gens qui sont des bons sales mais pas très bons en produit, des gens qui sont bons en produit et pas très bons en sales. Lui avait les deux et c'est vraiment un combo très rare et c'est important parce que ça veut dire que tu vas pouvoir convaincre des gens de croire dans ce que tu fais avant que ça se réalise. C'est hyper important. Et là-dessus, il a été très bon. Je pense que ça fait partie beaucoup du succès de Zenly. Et ensuite, dans l'usage du produit, le fait que, comme Capitaine Train, il y avait des cohortes très impressionnantes. Donc, les gens qui utilisaient le produit, en fait, restaient sur le produit à 75% après 3 mois. Et ça, c'était assez dingue. Et sur un marché où le timing me semblait juste, là où toutes les boîtes d'avant avaient échoué. Top. Il y a J qui a 37 ans et qui est en 3e année bachelor banque finance assurance qui demande, tu as parlé tout à l'heure des montants de tes investissements, donc chez Kima et puis sur le 2e véhicule de Xavier. Est-ce que tu as des limites d'investissement? En théorie, non. En pratique, je me sens à l'aise quand on investit pas plus de 20 millions par an entre Kima et les autres deals. Parce que 20 millions par an, je sais que je peux les transformer. Si tu me dis il faut que tu
50 millions, ça veut dire qu'il faudrait que je change de typologie de deal et je suis pas sûr que je sois à l'aise là-dessus. Puis après, c'est long, tu vois. L'investissement en venture, ça va durer 10 ans. Investir, tu vois, 20 millions Putain, tu vois, Xavier, c'est comme s'il nous faisait un virement de 400 000 euros par semaine pour investir en des boîtes. C'est énorme. Donc la responsabilité associée à ça, elle est colossale. Et je pense que tu n'as pas envie de pousser le bouchon trop loin, quoi. Tu vois. Ou alors, il faut que tu trouves un modèle où tu es capable d'autofinancer ça différemment. Mais je ne l'ai pas encore. Mais ou leverager ça, ou je ne sais quoi. Et donc, ouais, il n'y a pas de limite en théorie. Mais moi, je suis à l'aise sur des montants qui sont déjà très élevés, 20 millions par an quasiment, en sachant que l'horizon est long. Et une autre question qui nous vient de Guillaume, qui est un diplômé en M2 International Business Management à l'INSEC, qui pose la question de où est-ce qu'on place le curseur entre s'endetter et lever des fonds quand on est en phase d'amorçage. Qu'est-ce que tu peux conseiller? Moi, ce que je peux conseiller, c'est de ne pas prendre de caution personnelle. Déjà, de base, on a des entrepreneurs qui sont tombés dans ce piège-là. Et c'est vraiment chiant de se choper une caution personnelle quand tu as 20 berges, quel que soit le montant. Tu ne lèveras, en toute manière, en dette, tu ne peux pas t'endetter beaucoup quand tu commences. Donc, la levée de fonds, c'est un montant qui sera nécessairement plus important que la dette. Et ça dépend des besoins. Gardez en tête que la levée de fonds, c'est un moyen. Donc, si vous êtes capable de développer votre entreprise sans lever de l'argent, et nous, on le conseille aux entrepreneurs de temps en temps qu'on croise. On leur dit, mais en fait, pourquoi tu lèves de l'argent si tu arrives à faire ça sans Évidemment, moi, j'ai envie d'investir dans ta boîte parce qu'elle est belle. Mais en même temps, mon job, c'est de te conseiller ce qui est meilleur, ce qui est le mieux pour toi. Et si tu entends Xavier te dira, je suis devenu riche parce que je suis resté majoritaire chez moi. Et aujourd'hui, il a 75% de sa boîte qui vaut plus de 10 milliards sur le stock market. Donc, si tu peux faire sans VC, essaye. D'ailleurs, je me demande combien ça vaut Iliad. Je regarde, on vous parle. Stock market, 170 € l'action, ça vaut. C'est pas mal, ça vaut 10 milliards. Voilà. Il y a 75%. C'est pas mal, en effet. J'arrive bientôt sur les toutes dernières questions, donc je vais en prendre deux. Je reviens un petit peu en arrière sur ce qu'on s'est dit. On a une question de Louison qui a 19 ans en BTS Communication à Strasbourg. Qui revient sur le message que tu as donné tout à l'heure aux jeunes en disant démarquez-vous, démarquez-vous. Elle dit comment on peut se démarquer autrement qu'en modifiant ton CV? Tu t'apprendras avec le temps que on gagne beaucoup plus dans la vie à expérimenter, à essayer, à échouer dans l'action que dans la rédaction, tu vois. Et je dis pas que le CV sert à rien et c'est très bien d'avoir eu une mention au bac et d'avoir fait des grandes écoles. Mais en fait, ce qu'on a fait dans le passé s'efface très vite. Donc, il faut se mettre dans un mouvement de création, quoi. Et de création où on apprend, et c'est cet apprentissage qui, composé, cumulé, font qu'après, on devient hyper fort dans ce qu'on fait, quoi. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est découvrir une passion ou quelque chose sur lequel tu as envie de capitaliser. Et ça peut être artistique, ça peut être de l'écriture, ça peut être dans le VC, il y a des gens comme Turner Novak, comme Harry Stebbings ou comme Alexandre Devez, qui sont des gens qui font du podcast ou publient du contenu ou écrivent des articles de fond, d'analyse, qui sont devenus très identifiés sur la place grâce à ça. Et ça, la seule chose que ça leur a demandé, c'est d'y passer le temps, d'y mettre l'énergie et de le faire avec une diligence suffisante pour pouvoir être identifiés comme pas comme des cadors, mais comme des mecs, comme des gens sérieux. Et donc, il faut essayer de faire ça. Donc, très clair. Tu peux te démarquer, il n'y a rien qui t'en empêche, quoi. En fait, c'est terrible, hein, mais en théorie, c'est facile. Après, en pratique, ça dépend de ce dans quoi on est bon et ce qu'on est capable de faire. Mais en théorie, c'est pratique, c'est facile.
La dernière question, du coup, elle revient à Kevin, en Master 1 Finance d'entreprise à l'INSEC, qui nous parle de ton livre Human Machine, devenir la meilleure version de soi-même. Est-ce que tu peux nous en glisser quelques mots et nous dire dans quel état d'esprit tu étais quand… En fait, il y a quelques années, c'était 2016 ou 2016, je crois. J'avais commencé à faire un workshop chez The Family qui s'appelait Human Machine, donc sur l'organisation personnelle. Et j'étais insatisfait de la manière dont je donnais ce workshop, parce qu'il y avait beaucoup d'éléments que je voulais structurer. Et en fait, moi, je suis pas un garçon très structuré, je suis plutôt bordélique par nature. Et je me suis dit, bah, je vais faire une présentation propre. Puis j'ai pas réussi à faire la présentation. Puis je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais écrire un bouquin. Et donc, comme j'avais ça dans un creux de la tête, ça traînait, ça traînait, ça traînait. Il fallait absolument que je le sorte. Donc, je me suis enfermé pendant 5 semaines pour écrire la première version du bouquin. Et après, j'ai mis 1 an à faire la relecture et à le sortir, avec toutes les imperfections et une bonne dose d'insatisfaction sur pas mal de trucs. Mais au moins, c'est fait. Et donc, l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'était c'est là, dans un coin de ma tête, il faut que je le sorte, il faut que je le fasse. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Et à refaire, je ne sais pas si je le referai. C'était assez douloureux. C'était un long travail qui t'a pris pas mal de temps et donc du coup… Ouais, et puis c'est marrant parce que moi qui suis bordélique, tu vois, je me suis dit, ah bah, c'est un super exercice de résilience et d'effort pour moi-même. Et peut-être que ça va me donner goût à autre chose. Et en fait, pas du tout. En fait, quand tu fais quelque chose qui n'est pas toi, tout ce que ça te fait, ça te laisse des putains de traces, quoi. C'était hyper dur. Donc, je sais que je peux le faire, mais je sais que je n'y prends aucun plaisir. Et ça m'a pas spécialement apporté dans le futur. Mais après, je suis content d'avoir écrit. J'ai plein de gens qui m'écrivent souvent avec des mots sympas pour me dire qu'ils ont aimé. Après, j'ai tous les haters qui vont râler sur Amazon. Mais dans le fond, c'était quand même une bonne expérience. Super. Écoute, merci Jean. Je m'excuse pour toutes les questions que je n'ai pas prises. Faites-moi un mail. Regardez, je vous mets l'email là. Vous faites un mail, je les réponds. Clac, hop. Donc, vous avez de la chance, Jean partage son mail. Vous pouvez du coup aller lui poser les questions que vous n'auriez pas pu lui poser ici. Et il est très cool, il répond vraiment à tous ses mails. Donc ça, c'est super sympa. Yes. Merci aussi d'avoir été sans langue de bois, comme tu l'es toujours, hein, mais d'avoir répondu aux différentes questions et de nous avoir donné tout ça. Je trouve que ton parcours est hyper inspirant. Et du coup, c'est super cool pour tous les jeunes qui étaient là. Nous, de notre côté, on va vous donner rendez-vous dans 15 jours. Alors, pour un nouvel invité exceptionnel, on va vous emmener dans un univers totalement différent. L'armée de terre. On va vous faire découvrir le colonel Bush, qui est une femme qui gère 1200 personnes. Donc, je vous invite à nous rejoindre dans 15 jours pour lui poser des questions. D'ici là, n'hésitez pas à aller rencontrer des professionnels pour trouver votre voie. Si vous savez déjà ce que vous voulez faire, n'hésitez pas à aller poser des questions pour vous assurer que ce que vous avez dans la tête correspond bien à la réalité. Et puis, qui sait, ça peut aussi créer des opportunités de stage, d'alternance, de premier emploi. Et puis, malgré la période, nous, on croit que les choses sont pas si noires que ça. Donc, il y a plein de professionnels qui se mobilisent aussi pour vous accompagner. Nous, à chaque fois qu'on est en confinement, on voit sur le site des professionnels qui augmentent leur temps et leur disponibilité. Donc, n'hésitez pas à utiliser tout ça. Jouez aussi pour tenter de rencontrer l'amiral qui est chef d'état-major de la marine. Je pense que c'est quelque chose d'assez nouveau et incroyable. Et puis, comme Jean l'a dit, lâchez rien, croyez-y, allez-y en voulant gagner. Et un des moyens de gagner et de se démarquer aussi, c'est de pouvoir rassurer un recruteur en lui disant que vous avez compris ce qu'était le métier et que vous le voulez vraiment. Donc, on vous invite à avoir plein de belles rencontres. Je te remercie encore, Jean, parce que c'était vraiment sympa cette heure passée avec toi, qui est passée encore une fois trop vite. Je te laisse le mot de la fin. Cool. Tu me laisses le mot de la fin, tu m'as dit? Ouais. Ah, c'est dur, ça. Ah, j'étais pas prêt. Du coup, si, ça n'a rien à voir avec le webinar. Et c'est très pas poli comme truc, mais je vous envoie une petite vidéo YouTube dont le titre c'est Fuck Yeah America. Voilà. Et j'espère qu'ils vont s'en sortir, nos amis américains. Bon, c'était tout. Lâchez rien.
Merci Jean, merci à tous. À et bientôt. on se dit dans 15 jours et on vous met le replay disponible très vite. Bye bye.